Bonjour à vous, amis auditeurs de Radio Courtoisie. C'est le libre journal des controverses, comme toutes les semaines. Je salue bien entendu mes prédécesseurs du libre journal de géopolitique profonde, l'admirable Nicolas Stocker et la merveilleuse Lara Stam. Bien entendu, ils ont eu l'avocat Régis Castelnau, voilà. Ils ont fait ah non, je vais pas dire débrief parce que c'est un anglicisme. Comment on pourrait dire, cher Michel, à la place de débrief en synonyme? On n'y arrive plus, hein, on n'arrive plus, hein, vraiment. Les Anglois nous ont envahis dans ce pays. Une synthèse. Ah voilà, la synthèse des grands procès de cette semaine, et il y en a eu beaucoup, bravo à eux. Je salue Virginie qui revient, qui fait son grand retour, Nini Vlam, chanteuse de rock. Elle chante du Metallica et du Iron Maiden. Comme personne, enfin non, ou plutôt du Edith Piaf en Metallica plutôt, non c'est ça, hein. Du Edith Piaf en Metallica, ça peut donner quelque chose de sympathique, enfin ça donne bien entendu, donc allez-y, allez sur son Facebook, regardez sa page, elle a toutes ses dates de concert de prévues, elle passera près de chez vous, j'en suis persuadé. Je salue aussi nos amis qui sont au standard. On a mis 2 personnes. Voilà, ils savaient que Michel Fize venait. Et donc, du coup, ils se sont dit, bon, là, le standard va exploser. Donc, il y a 2 personnes au standard. C'est un autre grand retour sur celui de Sylvie. Et qui a une très belle écriture. Peut-être plus belle que Patrice. Il y a de très belle écriture, mais je pense que Sylvie, c'est encore le calibre encore au-dessus du niveau de l'écriture. Donc, vous appelez nos 2 amis, parce que aujourd'hui on va se dire beaucoup de choses. Je reçois Michel Fize, politologue connu, reconnu, il est dorénavant partout, il est chez nos amis TVL, il a Géopolitique Profonde, il vient à Radio Courtoisie, les gens se l'arrachent parce que il est quand même beau gosse, faut se dire les choses, il ressemble un peu à Alain Delon, hein. Vous avez un petit air d'Alain Delon, bah c'est très gentil, cher Michel. Vous êtes le deuxième à me le dire. Après un chauffeur de taxi. Ah, voilà, d'accord. Qui me ramenait... Donc je suis pas le seul à croire, à vous dire que vous ressemblez à Alain Delon. Voilà. Et puis alors, j'ai aussi une belle écriture. Ah, vous avez une belle écriture. Je le vois, vous êtes venu avec vos fiches. Là, vous passez le bac. Hein, voilà, quasiment, mais là, elle est pas très soignée, mon écriture. Mais bon, je prends n'importe qui en concours d'écriture. Ah, bah, très bien. Avec l'orthographe comprise. Ah, bah, bien sûr. C'est la génération qui sait encore écrire. Hein, parce que c'est pas nous. Oui. Hein. Oui. Bah, j'étais souvent premier en orthographe. Vous venez du CNRS, justement, c'est pour ça, c'est aussi une bonne école. Oui, puis j'ai eu une éducation scolaire marquée par les premiers pas dans une école privée catholique, alors sans les soutanes, hein, d'accord. C'était des tenues très, très civiles, mais bon, il y avait la rigueur des années 60, hein, donc voilà, écrire le français correctement, sans faute d'orthographe. D'abord, une faute d'orthographe vous coûtait très cher. Hein. Qu'est-ce qui vous coûtait quoi cette faute d'orthographe? Vous savez, une virgule ou un point-virgule oublié, ça pouvait vous coûter 1/4 de point. Voyez, ah oui. Donc quand on additionnait 1/4, plus 1/4, plus 1/2, on avait facilement 0 à la dictée. Oui. C'est plus le cas aujourd'hui. Hein, parce on ne regarde plus les fautes d'orthographe. Et surtout pas les points-virgules, parce que là... oui. Ah ben, il y avait toute une définition de l'usage du point par rapport au point-virgule, les 2 points. Oui, bon, j'ai un peu perdu de vue certaines règles, mais enfin bon, j'ai encore les livres de grammaire. Hein, donc, Mais vous êtes encore... je pense à la dernière génération qui sachait bien parler français. Vous savez, moi, je fais pas mal de reportages terrain et je suis obligé d'interroger ces gens qui sont nés après-guerre. Parce que lorsque j'interroge des jeunes nés dans les années 2000, là, c'est plus possible. Pour avoir 1 minute de temps de parole, on va dire, il faut poser 10 questions.
Oui, mais d'ailleurs, moi j'avais fait un petit exercice de comparer des micro-trottoirs d'il y a 50, 60 ans et les micro-trottoirs actuels, en prenant des profils de personnes très modestes. Eh bien, c'est vrai qu'il y a 50 ou 60 ans, on était capable de faire une phrase avec un sujet, un verbe, un complément, d'articuler correctement. Aujourd'hui, vous prenez n'importe qui, quel que soit le rang, y compris des rangs dits supérieurs, comme on le prétend en sociologie, eh bien, il y a plus rien, quoi. On a l'impression de mots qui sont mis en vrac comme ça et qu'on essaie vaguement de reconstituer à la manière puzzle. Voilà. Bon, c'est assez terrifiant. Alors, c'est vrai que je me souviens d'une famille me disant un jour, déjà dans les années 80, fin des années 80, où on commençait à avoir des difficultés de relations famille et donc des grossièretés, comme on disait à mon époque, eh bien, une mère de famille me dit « Oh, vous savez, monsieur Fize, l'important, c'est pas la politesse des mots, c'est la politesse du cœur. » Là, je dis, là, on est foutu. Là, on est foutu. Parce c'est beau, quand même, la politesse du cœur. C'est quand même, c'est une belle phrase. Une belle formule, d'ailleurs, de je ne sais plus quel philosophe qui a été réutilisé ensuite. Voilà, mais non, les deux vont ensemble. Alors, c'est quel philosophe? C'était pas le philosophe Eddie Mitchell? Ah non, ça pouvait mettre un Allemand, peut-être Nietzsche. Peut-être un Allemand. Faudrait vérifier. Bon. Enfin bref, toujours aujourd'hui, on n'a plus ni une politesse, ni l'autre, ni l'une, ni l'autre. Voilà. Donc alors, tout est à rebâtir. C'est ce que j'appelle la France qui va mal. Elle va très très mal, cette France. Hein. Et d'ailleurs, tiens, ça peut faire une transition sur votre livre Septembre Noir. Vous avez écrit ce dernier bouquin Septembre Noir. Il n'a pas été si noir que ça, Septembre. Voilà. Alors, il est vrai que on a pu comprendre que ceux qui animaient ces mouvements étaient ce que j'ai appelé les septembristes. Mais non, les septembristes, c'est un gouvernement qui s'acharne contre les masses populaires, comme on aurait dit en d'autres temps et en d'autres lieux, voilà, qui a... D'où l'expression d'ailleurs Septembre Noir, en référence à l'offensive militaire du roi de Jordanie contre ces sujets palestiniens qu'il a massacrés au passage. Voilà, donc là j'ai fait le parallèle avec Emmanuel Macron qui mène une offensive économique et fiscale contre ceux qui ne sont pas de son camp, c'est-à-dire de l'élite bourgeoise et ce qu'on appelait aussi autrefois les rupins. Voilà, les rupins. Voilà. Donc en clair, il n'y a rien de hasardeux dans cette affaire. Hein. Une société, elle fait aussi des choix. Et des choix délibérés. C'est pas simplement quelque chose qui vient par accident. Non, c'est construit. Voilà, les réponses économiques, les réponses fiscales, que l'on fasse tel ou tel choix, ça n'a rien du hasard. C'est volontaire. Mais voilà. Septembre Noir, on aurait pu penser que ça aurait pu être une forme de révolte populaire. Et ça n'a pas été le cas. Tout à fait. C'est vrai que on a rêvé, d'ailleurs, le mot avait été employé, on a rêvé une nouvelle fois, comme au temps des Gilets jaunes d'ailleurs, de la convergence des luttes. Donc on s'est dit, tiens, voilà, on a un mouvement citoyen, bloquons tout, le 10 septembre, on a une journée d'action syndicale la semaine suivante, le 18, on a versant politique, un dépôt de motion de destitution à l'Assemblée nationale par la France insoumise, voilà, plus ensuite une révolte des agriculteurs, plus une révolte des patrons. Enfin on parle, je crois, d'un grand meeting dans les jours qui viennent. Donc on avait vraiment une multiplication de catégories en colère. Seulement, voilà, ces catégories sont face à ce que j'ai appelé dans d'autres livres cet individualisme broyeur, qui fait que plus personne ne se reconnaît vraiment une appartenance particulière. Donc on est moins dans l'esprit ouvrier qu'autrefois, moins dans l'esprit rural, quoique les ruraux, c'est quand même un monde encore très à part et surtout qui cumule toutes les difficultés. Mais il n'y a pas cet esprit. Vous savez, quand toutes les catégories sont sinistrées, chaque catégorie songe d'abord à défendre les intérêts de sa catégorie. Donc c'est un peu ce que Durkheim, philosophe, enfin plutôt sociologue français, avait appelé la conscience collective. Quand il n'y a plus de conscience collective, quand il n'y a plus de classement, quand il n'y a plus d'ordre,
hein, parce que bon, toute société vit avec un ordre. Alors, bon, il vaut mieux qu'il soit juste qu'injuste. Voilà, donc là... Mais est-ce que ce n'est dû qu'à, en réalité, une forme d'individualisme, ou alors nos générations, qui sommes actuellement dans la force de l'âge, en 2025, en réalité, sommes plus soumises à un qui de droit, un État, un système, appelons-le comme on veut, que peut-être nos parents, nos grands-parents l'auraient été, eux, à leur époque. Oui, alors c'est ce qui est assez paradoxal. On est, je crois, aujourd'hui écrasé de règlements administratifs et financiers de toutes sortes sur un fond d'effacement progressif des règles et des valeurs, notamment collectives. Or, autrefois, c'était exactement l'inverse. C'est-à-dire on avait une sorte de corset qui permettait aux gens de vivre les uns à côté des autres, hein, et puis un minimum de règles. Alors, surtout avant l'invention de l'Europe, hein, parce qu'avant 1957, évidemment, on avait un système franco-français, donc on n'avait pas cette avalanche de règles, parce qu'aujourd'hui on a les règles nationales, les règles européennes, auxquelles on peut ajouter quelques règles internationales, hein, le FMI, enfin pour en prendre l'Organisation mondiale du commerce. Voilà, donc plus de règlements et moins de règles aujourd'hui. Moins de règles de vie. Et donc plus d'État toujours. Et un État qui fait partie de notre famille, quasiment. On peut d'ailleurs le mettre le couvert, les assiettes, les fourchettes, parce que voilà, il est un membre de la famille, cet État, dorénavant. Voilà, alors et on l'a accepté, le pire c'est qu'on l'a accepté. Oui, alors c'est curieux parce que c'est un État hautain, donc incarné par un personnage qui l'est évidemment qui, tiens, excessivement... autour de la table? Ce serait quoi, l'oncle qu'on n'aime pas trop? C'est qui? Bah, c'est l'oncle qui est un peu distant, mais qui fourre son nez partout. Voilà. Et donc on a un État qui est lointain dans l'esprit des gens, mais que l'on veut, pour reprendre une formule de Ségolène Royal, enfin bon, qui met bien ce genre, dans la concrétude. Voilà, on le veut à notre chevet. Mais ça, c'est aussi le paradoxe franco-français, des Français qui coupent la tête du roi, mais qui veulent quand même l'avoir là comme une espèce d'être bienveillant. Voilà, et je pense que c'est exactement ce que l'on attend d'Emmanuel puis cet Macron. oncle, il nous bouffe dans notre assiette, et pourtant, on aime bien l'inviter tous les dimanches, quoi. Voilà, alors ça donne... C'est dingue quand même, hein. Ça donne ce que j'ai expliqué dans la première partie du livre, donc le règne des 3 P, c'est-à-dire précarité, pauvreté et préférence. Alors pas préférence nationale, parce que ça c'était déjà pris, donc Emmanuel Macron n'a pas pu réutiliser la formule, mais préférence pour les riches. Bon. Là, même s'ils s'en défendent... Là, on est très très riche. Là, on n'est pas riche, c'est pas les 4 000 € de François Hollande. Hein. Là, on parle de gens qui dépassent le bon milliard. Oui. Voilà, on parle au moins des ultra-millionnaires voilà. et des milliardaires qui ont d'ailleurs bien profité de notre crise sanitaire, hein, parce que bon, quand même le comble, hein, ils ont doublé leur fortune pendant que nous étions confinés dans nos appartements, quand nous en avions, parce qu'il y avait déjà des gens qui n'en avaient pas. Voilà, alors effectivement, aujourd'hui, on a ces 3 P dominants, une pauvreté qui grimpe, 10 millions au bas mot, une précarité qui est tellement forte qu'on ne peut même pas l'estimer, hein, mais qui se traduit par des symboles absolument terrifiants. Je vois dans le 20e où je réside, et également sur le bord de Vendée où j'étais cet été, vous avez des personnes qui dorment dans leur voiture. Et des personnes, comme on dit, propres sur eux, qui sont probablement des travailleurs précaires, qui n'ont pas les moyens, effectivement... Et qui autrefois étaient de la classe moyenne. Tout à fait. Alors ça, c'est quelque chose que j'avais noté, et j'avais un peu alerté les gens à RT France en 2018. Hein, et il n'y avait pas que les classes populaires qui étaient sinistrées. Hein. Les classes moyennes commençaient à tomber lentement et sûrement. Donc ça a commencé par ce que les démographes appelaient les classes moyennes inférieures. Puis ensuite, on est passé aux classes moyennes.
Voilà. Et aujourd'hui, les classes moyennes supérieures ne sont pas non plus à l'abri. Voilà. Donc il y a un écrasement et on retrouve une situation du 19e siècle, le capitalisme sauvage, avec les pauvres d'un côté, qui sont d'ailleurs plus que pauvres, puisqu'ils sont exclus, donc ils sont même plus dans le champ social, et les très riches de l'autre. Voilà. Et donc le grand rêve de Valéry Giscard d'Estaing, qui voulait transformer la France en une immense classe moyenne, bon, ce qui était peut-être pas un projet imbécile, voilà. Eh ben, ce projet s'est effacé par, oui, cette espèce d'écrasement. Par le projet Jacques Attali, qui veut une minorité d'élite, une plus grande petite minorité de classe moyenne et une majorité de prolétariat. Voilà, alors c'est là où effectivement il faut redonner aussi peut-être un autre sens au mot. Moi, les termes élite, excellence ne me gênent pas. Si on fixe comme projet l'élite pour tous, l'élite par l'intelligence, l'élite par la beauté du comportement, et puis finalement l'excellence qui est un projet pour tous. Voilà. Hein, je me souviens, je crois que c'était du temps de Nicolas Sarkozy, bah oui, on allait récupérer les meilleurs éléments des milieux populaires pour les mettre dans des internats d'excellence. Mais c'était pas ça la bonne idée. La bonne idée, ça aurait été d'aller chercher les moins bons pour en faire des meilleurs, voire des excellents. C'est ça le projet républicain, hein, le projet de l'école laïque. De toute façon, ni l'un ni l'autre n'ont été faits. Donc voilà. Ne vous inquiétez pas. Tiens, question d'auditeur qui n'a pas de rapport, pas de rapport avec ce qu'on se dit actuellement, mais avec le début de notre émission. Une personne a appelé pour ça d'ailleurs. Oui. Quelle est la différence entre virgule et point virgule? Non, quand même. On est à Radio Courtoisie là. Bon, cher monsieur ou madame. Enfin, c'est monsieur, visiblement. Bon, on va vous répondre, mais là, moi qui prends nos auditeurs de Radio Courtoisie pour l'élite des auditeurs de la bande FM, là, quand même, bon. Alors, il y a la virgule et le point. Et pour éviter le point, sans se détacher de la phrase précédente, on met un point-virgule. Le point-virgule, finalement, maintient une certaine continuité, voilà, tout en se détachant un peu du morceau précédent, mais tout en n'étant pas le début du morceau suivant. Voilà. Je ne sais pas si j'ai été clair, mais bon. Vous auriez pu être prof. Oui, j'ai été un petit peu. J'ai fait un petit peu de. Oui, j'ai été prof en capacité de droit. D'accord. Voilà. Parce que j'ai une formation, les gens ne savent pas, mais j'ai travaillé beaucoup dans les prisons, par exemple. Hein, j'ai fait mes premiers pas de recherche, non pas au CNRS, mais à l'administration pénitentiaire, dans un centre de recherche qui était quand même très dépendant de lui, d'où ce livre dont on parle depuis quelques jours sur la prison de la santé, que j'ai pu faire grâce aux documents que m'avait fournis l'administration pénitentiaire. Voilà. Et puis... il est bien traité, du coup, Sarkozy, parce que il y a des journalistes à CNews qui s'en inquiètent. Donc, il est bien traité, hein. Vous qui connaissez un peu la santé, du coup. Oui, t'es prof. Oui et non. Oui et non. C'est là où l'on voit que les statuts particuliers sont pas forcément des statuts enviable. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, par les fenêtres, même si vous êtes dans un quartier isolé, vous entendez les hurlements, les invectives, voilà. Et donc sa première nuit a été probablement cauchemardesque, malgré les boules quiesques qu'apparemment il avait emportées. Voilà. Donc on voulait l'isoler pour qu'il soit tranquille, hein, qu'il fasse son temps de détention sans être ennuyé par qui que ce soit. Bah finalement, il a été ennuyé comme s'il était au milieu des autres. Mais enfin bon, c'est un autre problème. Bon, je sais, mais bon, vous savez, voilà, et donc pour revenir, c'est pour m'en inquiéter de nos collègues d'Europe 1, même si on a un peu le même fond qu'à Europe 1, mais nous ne sommes pas Europe 1. Hein, vous inquiétez pas, il va bien passer, ça va bien se passer pour Monsieur Sarkozy. Hein. Je redonne un peu plus. Je redonne une petite peine de plus quand même à Nicolas Sarkozy pour son œuvre. Non ? Mais alors, moi qui ai commencé mes études par le droit, hein, avec d'ailleurs un titre qu'on ne trouve plus aujourd'hui, qui était un beau titre, et là j'aimais bien le mot État, docteur d'État en droit. Voilà. Donc je suis docteur d'État en droit et ancien élève de l'Institut des sciences politiques de Paris.
Ah bah bravo. Voilà. Ah bah je fais quand même, Voilà. regardez je fais quand même des efforts. Je fais venir des Voilà. Michel Fils, docteur en droit. Je fais pas venir que des complotistes. Voilà, mais bon, il peut y avoir de bons complots. Hein. Voilà, Ça, c'est vrai. complot, c'est aussi un mot tarte à la crème maintenant, sur lequel il faudrait mettre du sang. Enfin, on appelait ça autrement d'ailleurs autrefois, mais bon. Voilà. Alors donc effectivement, j'ai été dans la formation de la rigueur de l'expression, de la rigueur de la démonstration. Voilà. Et donc, comme j'ai dit sur une autre antenne, effectivement par rapport à l'épisode Nicolas Sarkozy, pour moi, il y a deux choses qui me gênent. La première, c'est que le principe d'exécution provisoire vient bafouer frontalement le principe de la condamnation provisoire en première instance. Donc, l'exécution provisoire est une monstruosité inventée par des députés en mal de je ne sais quoi d'ailleurs. Voilà. Et donc, je crois qu'il faut savoir quand même qu'il y a beaucoup d'exécutions provisoires, hein, tant au civil qu'au pénal. Donc pour le coup, vous avez des gens qui sont présumés innocents parce qu'ils sont en première instance et qu'on met en prison comme s'ils étaient condamnés. Alors ceci étant, on met aussi des prévenus, des détenus provisoires. Hein. Il y a 25 000 prévenus sur 85 000 détenus, donc il y a déjà 20 000 personnes qu'on pourrait mettre ailleurs. C'est vrai que ça avait une belle rigueur, ça c'est vrai. Moi j'ai plus, je vais paraphraser madame, la rigueur du cœur. J'espère que... J'espère que... Eh ben, vous n'allez pas bondir. C'était d'ailleurs la manière dont j'avais approché la question, donc à TVL Liberté, pour ne pas la nommer. Voilà, j'avais dit qu'il faut distinguer la légalité, la moralité et l'émotivité. Voilà. Et puis, faire attention à l'idéologie. Parce que, bon, on peut être positivement ému, c'est honteux ce qui arrive à M. Sarkozy, ou négativement ému. Ah, ben c'est bien ce qui lui arrive, etc. Bon, mais moi je regarde les faits. Vous avez raison. Donc, est-ce qu'il est... Dites-moi, est-ce que septembre cette mesure noir, était utile? Oui, c'est quand même plus important, septembre oui. noir, donc, parce qu'on a digressé comme donc toujours le premier, ici. tout ça peut dire que le premier septembriste de France, oui. C'est le chef de l'État. Bien sûr. Voilà. Hein. Mais regardez, aujourd'hui, plus personne ne se rappelle du 10 septembre, du fameux bloquons tout. C'est passé vraiment aux oubliettes. Oui, mais alors là, c'était un mouvement dont on savait qu'il serait mort-né. Pourquoi ? Parce que certains de ces responsables avaient considéré que, d'abord, ils ne voulaient pas communiquer, ils ne voulaient pas être filmés, ils ne voulaient pas être interviewés. Ils avaient simplement lancé l'idée, le 10 septembre, faites ce que vous voulez pour manifester votre mécontentement. On voit que ça ne sert à rien. Voilà. Pourquoi ont-ils fait ça ? Est-ce que c'était des gens, en réalité, est-ce que c'était vraiment sincère ce 10 septembre ? Par ceux qui l'ont créé, je ne parle pas par ceux qui ont repris. Est-ce que dans le fond, ça peut être parfois l'État lance des choses comme ça. Est-ce que peut-être c'était pas organisé par le système aussi ? Alors c'est une hypothèse, ou alors par ce qu'on appelait, je crois tout à l'heure hors antenne, des nuls. Voilà, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas compris. Comme d'ailleurs, on pourrait trouver chez les Gilets jaunes une certaine forme de naïveté. Bon, c'est bien de prôner l'horizontalité, l'absence de leader, etc. Mais comme projet politique pour après. Mais quand on est dans l'instant, ça ne fonctionne pas. Par rapport à des médias qui ont besoin d'avoir des têtes pour pouvoir discuter et voir quels sont les projets. Voilà, c'était un fourre-tout aussi de revendications, de propositions, un peu d'ailleurs comme les cahiers de doléances. Alors, soit dit en passant, qui vont pourrir dans les caves des préfectures parce qu'on devait les sortir pour les traiter. Bon, manifestement, on ne le fera probablement jamais. Mais enfin bon, ça ne changerait pas les données du problème et la rigueur de la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Mais voilà, donc je pense que... vous savez, mais c'est aussi le problème des réseaux sociaux. Hein. Les gens, ils se font plaisir, donc ils sont révolutionnaires un temps, et puis le quart d'heure d'après, ils passent à autre chose. Hein. Bon, une vraie révolution, elle ne se fait pas dans les salons. Elle peut se préparer dans les salons, mais elle se fait dans les rues, naturellement. Et puis, il n'y a pas vraiment de démocratie dans une vraie révolution. C'est-à-dire qu'il y a un chef, il faut aller à tel endroit, et c'est tout. Ben oui, bien sûr. Hein. Je crois qu'on oublie que dans toutes les révolutions, il y a ce qu'on appelle des démocraties agissantes.
hein, et pas seulement la révolution russe menée par Lénine, hein, la révolution française, c'était aussi quelques élites bourgeoises, quelques intellectuels, quelques philosophes, voilà, qui ont entraîné. Voilà, la minorité doit être aspirante, voilà, mais si elle a un beau projet, voilà, là. Vous savez, le problème, de toute façon, c'est que sur les réseaux sociaux, tout le monde s'exprime sur tout. Vous avez une idée par seconde, une info en chasse une autre. Vous n'avez même pas le temps de penser un projet que déjà, il y a un projet suivant qui apparaît, qui lui-même est bousculé 10 minutes après. Oui, mais y a-t-il vraiment des projets? Parce que moi, je remarque une chose parmi l'opposition. Je ne vais pas parler d'opposition type RN, etc. Mais plutôt une opposition Internet. Elle n'est essentiellement, je le vois, qu'en réaction à des propositions venant du système. Elle n'est jamais dans une forme de construction. Oui, je crois, sans doute son problème, hein, la réactivité à des choses qui sont sous ses yeux, ce qui les empêche de réfléchir à ce qu'on pourrait avoir d'autre, plus positif, sous les yeux. Ça s'appelle tout simplement une construction individuelle. J'ai été longtemps très, très sceptique par rapport aux idéologies, mais l'idéologie, c'est comme le complot, hein. Quand c'est effectivement pensé, organisé, pas déformé de la plateforme d'origine, une construction intellectuelle, ça permet de rédiger des projets. Voilà, donc pas d'idéologie sectaire, mais un peu d'idéologie, hein. Dans l'idéologie, il y a idée. Voilà. Or, aujourd'hui, il n'y a plus d'idées, il n'y a que des opinions, des points de vue. D'ailleurs, nous, les chercheurs, sommes confrontés à ça depuis maintenant quelques années. C'est-à-dire, on nous oppose, alors qu'on élabore des savoirs, qu'on argumente, qu'on essaie. Vous rencontrez des gens qui vous disent « Ah ben non, mais moi, je pense pas ça ». Mais je dis, le problème, c'est pas d'exprimer un point de vue chargé d'émotions, bien souvent, c'est de démontrer quelque chose. Voilà, c'est le travail scientifique. Le travail scientifique, c'est un travail de démonstration. Voilà, donc il y a plus ça, parce que on n'a pas le temps. Oui, mais ce travail existe-t-il toujours, ou alors l'opinion publique, en fait, aujourd'hui, parce que c'est une nouvelle opinion publique, différente des générations d'antan. Il faut dire aussi une chose, c'est que l'opinion publique de l'époque, tous lisaient des livres, lisaient des journaux. Voilà, les gens... Moi, je vous dis une chose. Toute cette génération née avant-guerre, si elle avait eu 40 ans en 2020, voilà, imaginons une science-fiction, eh bien, elle ne serait pas tombée dans le piège, par exemple, de la crise sanitaire, parce que c'était des gens qui étaient lettrés, c'était des gens qui étaient éduqués, c'était des gens qui étaient aussi libres et indépendants dans leur tête, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Moi, je le dis très sincèrement, à partir de ma génération, nous sommes très soumis à l'appareil d'État, acquis de droit, au système, et je ne parle même pas des jeunes nés à partir des années 2000. Voilà, donc, est-ce que, par exemple, tiens, au CNRS, oui. A-t-on changé aussi son fusil d'épaule par rapport à cette nouvelle génération qui arrive? Est-ce qu'on continue à réfléchir, on continue à produire, ou est-ce que, pareil, on est dans l'idéologie, pas l'idéologie, dans l'opinion émotive? Je le crains un peu, hein. C'est vrai que moi, je ne me reconnais pas dans la jeune génération de chercheurs et de sociologues en particulier. Parce que le métier de chercheur, c'est un travail de l'ombre, dont la lumière n'est que la consécration. Mais si on veut commencer par la lumière, finalement, on ne peut plus travailler dans l'ombre, c'est-à-dire sereinement. Donc, il y a aussi une aspiration permanente de la lumière. Et puis peut-être, alors pour le coup, des hommes et des femmes qui sont trop idéologisés. Voilà. Et qui considèrent que le monde se divise en deux, hein, entre les bons et les méchants, les gens de droite et les gens de gauche, les extrêmes de gauche et les extrêmes de droite, voilà, qui ont une approche binaire. Voilà. Le travail d'observation, c'est un travail consensuel, au bon sens du terme. Il faut regarder l'objet sous toutes les coutures. Voilà. Et après, on peut arriver à des conclusions. Donc, par rapport à la crise sanitaire, j'ai l'impression que c'est pas ce qu'on a dit que ça pouvait être. Je crois que
les États ont été pris à la gorge. Ils se sont retrouvés face à une espèce de monstre, donc en état, comme on dit dans les hôpitaux, d'urgence absolue. Voilà. Donc moi, l'idée qui consiste à penser, oh là là, il y avait un complot qui faisait c'est ça, pas ça, etc. c'est que, alors après, il y a eu des gestions sans doute. Regardez, dans les années 60, il y a eu un équivalent au Covid. Parce que j'ai fait quelques recherches pour le coup au début de cette crise. Il y a eu ce qu'on appelait la crise de Hong Kong dans les années 60. Je crois que c'est 65-66. Oui. La grippe de Hong Kong, pardon, la grippe de Hong Kong, qui a fait ses morts et tout, enfin, paraît-il. Et vous savez comment a réagi le pouvoir gaulliste à l'époque? Est-ce que vous savez? Alors, je vais vous le dire. Ouais. Il n'a rien fait. Ouais. C'est tout simplement. Il y a eu l'équivalent dans les années 60 et il n'a rien fait. Parce que vous aviez à l'époque des types solides qui n'étaient pas suiveurs d'organisations supranationales, qui n'étaient pas suiveurs, je sais pas moi, des médias, d'opinion publique ou que sais-je. Et aujourd'hui, en 2025, on ne sait même pas que dans les années 60, il y a eu une grippe voilà, oui, mais peut-être tout simplement parce que c'est le mot grippe qui induit en erreur. La grippe faisait partie de la normalité des parcours de vie des gens, parce qu'il y a eu la grippe espagnole aussi, quelques décennies ils auraient pu justement paniquer. Voilà, mais là, avec ça en tête. Oui, je pense que quand on commence à parler de pandémie, mondialisée pour le coup, de quelque chose qui ignore totalement les frontières. Bon, moi je pense qu'il y a eu des situations réactives de panique. Oui, de panique. D'accord, mais aujourd'hui les conséquences, elles sont faramineuses. Je vais vous dire, j'ai pris toute la semaine pour faire un reportage au centre commercial de Montparnasse, au centre commercial Le Millénaire d'Aubervilliers, qui est un immense centre commercial, 60 000 mètres carrés de boutiques. Pareil pour Ivry-sur-Seine, Montreuil et Bercy 2. Le reportage sort la semaine prochaine. Vous savez ce que j'ai vu? J'ai vu 95% de boutiques vides. Fermées. Et j'ai vu des couloirs déserts, des barrières, parce qu'il fallait pas. Il y a certains endroits où c'est barricadé, on ne peut pas y rentrer. Et les rares commerçants sur les milliers de boutiques qu'il y avait, allez, il reste 15 commerçants sur je ne sais pas combien de milliers de boutiques. Et bien, m'ont dit, ouais, depuis la crise Covid, voilà, c'est ce qui se passe. Voilà les conséquences. Ah oui, alors là, il y a quelque chose qui malheureusement n'est pas niable, c'est les conséquences délétères, catastrophiques de ce confinement, dont moi je me demande encore aujourd'hui comment on a pu supporter ça. Et comment on pourrait encore supporter ça. Quelle est votre réponse? Je sais que vous avez une réponse. Ma réponse, c'est qu'on était déjà dans des sociétés donc très individualisées, donc où les rapports des uns et des autres étaient des rapports, j'allais presque dire, de proximité contrainte par la profession, par le fait que vous étiez parent ou enfant, donc vous étiez dans l'obligation d'avoir des relations. Mais les relations choisies, il y en avait déjà de moins en moins. C'est-à-dire vous étiez sur votre rail. Voilà. Et là, pour le coup, vous vous êtes retrouvé sur votre rail, mais confiné. Donc, c'est-à-dire, vous n'aviez même plus la possibilité de voir les autres. Parce que quelque part, ce qui sauvait quand même un petit peu le monde avant, c'est qu'on voyait quand même les autres. On voyait les gens dans la rue, même sans leur parler. Mais on avait déjà désappris la parole. Aujourd'hui, plus personne n'oserait dire bonjour ou merci à quelqu'un dans la rue que vous ne connaissez pas. C'est vrai. Ça se fait encore dans quelques régions, quelques villes, où c'est même spontané, mais dans beaucoup d'autres, non. Et vous aviez dit d'ailleurs, un peu en préambule, que justement, là, s'il y avait à nouveau un confinement, les gens s'y plieraient à nouveau. Alors, je sais pas. Enfin, moi, je serais pas partant pour m'y plier. Je ne serais pas partant pour me plier. Pas vous, mais la masse. Voilà. Vous savez, quand la masse est écrasée, les capacités de résistance sont affaiblies. Voilà.
Donc, c'est terrible ce que je vais dire, mais les gens sont pas encore suffisamment malheureux, sont pas encore suffisamment moribonds, pour se dire bon, ben maintenant il y en a assez. La convergence des luttes, on va la faire, voilà. Macron le sait, ça. Macron, il le sait. Oui, mais les gens qui sont autour de lui, qui lui font les sondages chaque jour, le savent. Tous ceux qui sont de l'opinion, eh ben, ils le savent. Et donc, lui, il continue dans son septembre noir. On va dire qu'il est noir. Voilà, alors là, je vous renvoie à un excellent papier, entretien dans Le Point, je crois que c'était en 2023, très très longue, où vous avez l'analyse, je crois, du meilleur sociologue de France de l'époque. Ah, c'était vous? Emmanuel Macron. Ah, je pensais que c'était... Bon. Et qu'a-t-il dit, tiens, allez. Mais il a fait une analyse, moi j'ai repris les textes encore hier, niveau doctorant, que j'aurais pu signer. Alors que dit-il? Que j'aurais pu signer. Tout, il fait une analyse effectivement d'une société qui est trop réactive à l'émotion, d'une société qui cultive les émotions négatives, voilà, d'une société qui n'a plus envie de prendre des responsabilités, alors que bon, parallèlement... C'est lui qui le dit. Voilà, oui. Non mais... c'est un entretien surréaliste. Ouais, c'est surréaliste, c'est-à-dire que si vous ne connaissez pas le nom, vous ne pouvez pas imaginer un seul instant que c'est de lui. Alors, est-ce que Quand est-ce qu'il a écrit ça? C'était dans Le Point de 2023. D'accord. Je ne sais plus quel numéro, mais c'était vraiment un entretien de plusieurs pages. Et ça vous a choqué qu'ils disent ça? Vous qui avez écrit Président Normal. Ça m'a choqué qu'ils disent ça parce qu'il fait le contraire. Ou qu'il ne tient pas compte de ce qu'il dit. C'est-à-dire qu'il fait beaucoup de constats qui sont des constats justes, voilà, auxquels il apporte des réponses qui sont injustes. Oui, mais justement, c'est pas ce qu'il sait, dans tous les ça. Sens du terme. Mais c'est parce qu'il le sait, ça, que il impose un autre narratif, le narratif qui va contre le peuple, on va dire. Oui, alors je vais redire ce que j'ai dit un peu de manière répétitive, sur le peuple, notamment sur une chaîne que nous connaissons bien, GPTV. Ah. Voilà. Finalement, il est pas dans le réel, Emmanuel Macron. Il est pas dans le réel. Il est dans sa réalité psychique. Il est enfermé. Voilà, c'est le premier président enfermé de France, c'est pas Nicolas Sarkozy, c'est Emmanuel Macron. Voilà. Et c'est plus terrible parce qu'il est enfermé dans sa tête. Alors, bon, pour le coup, c'est pas parce qu'il est victime de sa psychopathologie mégalotimiaque qu'on doit évidemment se satisfaire de ce qui est fait. Ça n'excuse rien. Voilà. Mais bon, ce qui montre bien que parfois on est à la fois auteur et victime. Jamais totalement blanc, jamais totalement noir, un peu l'un, un peu l'autre. Voilà, on mélange le tout et puis on a un personnage quelque part, oui, atypique et anormal. Il a quand même une forme d'intelligence pour le coup. Parce que avoir ce constat lucide, il faut avoir une forme d'intelligence. Mais vous savez, il n'y a pas plus intelligent qu'un fou. Ah oui, c'est vrai ça. Parce que le fou, il est dans une logique, alors auquel on n'a pas accès. Là, vous dites quelque chose... Je vous connais depuis quelque temps, je vous ai interviewé nombre de fois. Vous avez utilisé le terme fou. Oui, bien sûr, oui, mais vous l'avez jamais fait. Oui, mais là vous le faites aujourd'hui. Parce que je crois que, vous savez, c'est un terme générique, fou. Alors, on aurait pu dire, et ça aurait peut-être eu moins de force, fada. Oui, comme on dit. Lui-même l'utilise ce terme. Voilà, parce qu'il adore tellement Marseille. C'est vrai. Fada, c'est les Marseillais, c'est les Marseillais d'abord qui disent Fada. Voilà, mais j'ai dit la même chose autrement. J'ai dit finalement que cet inachèvement psychique dont je continue de penser que c'est sa réalité profonde, quelqu'un qui quelque part a été brisé à un moment ou à un autre dans sa lointaine enfance ou adolescence, dessinant le portrait d'une anormalité, mot en entier, a conduit une anormalité avec le tiret, c'est-à-dire l'affranchissement des normes. Mais ça va au-delà, fou, c'est au-delà de la normalité.
Ben, Fou, c'est oui. une pathologie. Ben, fou, oui, parce que c'est quelqu'un qui ne s'appartient plus véritablement. C'est-à-dire, c'est l'idée d'enfermement. Hein. Quand je dis enfermement, folie, qui enferme-t-on ou qui s'enferme sur soi? Ben, c'est le fou. Vous auriez qui pu n'a dire plus- ça d'une autre personnalité politique? Oh, je crois qu'il y a une dose de folie chez tous les gouvernants. Non, mais là, non, mais dose de folie et fou, c'est pas la même chose. Là, le terme fou, là, on est dans une pathologie mentale importante qui ferait que cette personne devrait être enfermée à minima en hôpital. Voilà, alors sauf que je vais vous répondre comme on fait dans les procès, votre honneur. Il y a le en même temps qui réapparaît. Donc, on peut être fou et fou lucide. Voilà. Et je pense qu'il y a des fous lucides, c'est-à-dire qui sont capables quand même de s'extraire de leur univers mental, voilà, pour quand même assumer des responsabilités qui sont des responsabilités pour le plus grand nombre. En l'occurrence, pour une nation, un pays, une province, etc. Voilà. Donc, la folie n'est pas complètement annihilante. Hein. On a l'image du fou qui est enfermé dans sa tour d'ivoire, voilà, qui se jette la tête contre les murs. Non, je pense que il y a des fous lucides. Il y a des fous lucides qui. Ben, il est excessivement lucide puisque, en réalité, dans le fond, pas pour nous, mais pour ceux pour lesquels il travaille, je nous exclus parce que nous ne sommes pas de la catégorie sociale pour laquelle il travaille, eh ben, ceux-là sont très contents du président de la République. Ils ont, en l'espace de 8 ans, multiplié leur fortune par 5, 6 ou 10. Je vais prendre, tiens, Bernard Arnault, il passe de 50 milliards à quasiment 200. J'ai appris, tiens, que cette semaine, il a gagné en une nuit 18 milliards. C'est pas mal. Oui. En une nuit. Hein. On a Xavier Niel qui passe de, tiens, le gendre, hein. Pas mal ça aussi, de 4 milliards à 30 milliards en l'espace de 8 ans. Enfin, je sais pas, ils ont... Tiens, Monsieur Saada, nouveau grand patron du groupe BFM, RMC, voilà, il passe à 30 milliards d'euros alors qu'il était à peine à 10 il y a 8 ans. Enfin, tous ces gens sont contents de leur président parce qu'ils travaillent pour eux. Ah ben bien sûr, mais c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, la préférence pour les riches. Bon, ça, c'est pas une opinion. Hein. C'est quelque chose qu'on peut démontrer, chiffres à l'appui. Voilà. Et ce qui permet de dire que Emmanuel Macron a deux convictions. La conviction de la supériorité du libéralisme économique et financier, ce qu'on aurait appelé le capitalisme autrefois. Bon, ça, effectivement, il est baigné dans cette philosophie. Voilà. Et puis, l'espèce de fascination pour la richesse. Hein, voilà. Ce qui me renvoie d'ailleurs à une question que posait un philosophe autrefois, Luc Ferry, qu'est-ce qu'une vie réussie? Bah, Emmanuel Macron a répondu, une vie réussie, c'est une vie quand on a du fric. C'est que ça. C'est que ça. C'est la valeur, c'est dorénavant la valeur de la France. Ah, bien sûr. Une vie. Bien on sûr. devrait enlever liberté, égalité, fraternité Oui. et mettre une vie avec du fric. Oui, mais vous savez, on est tous un peu mesurés par ce que l'on possède, hein, sur son compte en banque. Hein, c'est le règne de l'avoir par rapport à l'être. Donc là aussi, il faudrait être peut-être dans le en même temps. Voilà. Avoir, c'est important, hein, surtout par les temps qui courent, hein, mais être une personne et non plus, je dirais, rabaissé au rang d'individu, atomisé, ne réagissant plus qu'à la spontanéité, bordé, imprégné de méchanceté, parce que quelque part, quand vous regardez les réseaux sociaux, c'est pas seulement qu'ils sont réactifs, ils sont méchants. D'ailleurs, c'est méchant. Enfin, vous savez comme moi, vous regardez 2 commentaires, là, il y en aura probablement aussi. Il y en aura des très méchants. Vous avez des gens qui vont... Et je vais les lire, je vais lire les commentaires méchants. Voilà, mais peu importe. Hein, bon, mais on dit c'est la le fric et la transition, parce que ça aussi, c'est le deuxième dada, c'est la deuxième jambe de ce nouvel État. La transition écologique, la transition de genre aussi. Oui, alors je pense que la transition, on ne sait pas si elles se font toujours,
dans tous les domaines. C'est vrai, D'ailleurs, on ne sait pas si elles se on font n'est de pas jour. sûr. Hein. Voilà, on est sûr de rien. Voilà. Mais en tout cas, on est sûr que la transition écologique est quand même mal partie. Et même idéologique, transition idéologique aussi. Oui, on peut le dire. Oui. Bah, je pense qu'on s'aperçoit que finalement, surtout en France, hein, on a besoin quand même d'un corps de doctrine. Voilà. J'étais pas le plus fanatique des notions de droite et de gauche, mais je pense que ça a du sens. Voilà, quand on se positionne dans un camp, c'est qu'on pense pas la vie, qu'on pense pas le monde tout à fait de la manière. Et il y a une légitimité, je dirais, dans toutes les pensées. Michel Fize, Septembre Noir, allez-y. On va passer à la seconde partie d'émission, mais avant ça, le Bobino. On est libre de programmer ce que l'on veut lorsqu'il y a des annonceurs de la publicité. Eh bien, c'est eux qui dictent la loi. Ce n'est pas le cas chez nous. Donc, continuez à soutenir Radio Courtoisie. Michel Fize, politologue, son livre Septembre Noir que vous retrouverez sur Amazon. Et n'oubliez pas aussi des autres livres comme Le Président Anormal, l'excellentissime Le Président Anormal. Je vous invite vraiment à le découvrir. Monsieur l'invité, les commentaires, je vais commencer à les lire. J'apprécie votre justice à l'égard de Sarkozy, ainsi que votre légère compassion. Vous avez dit qu'il avait passé une nuit infernale à cause des injures et menaces de mort proférées par les détenus. Et puis là, c'est moi qui vais en prendre un petit peu. Hein. Quant à l'animateur, je suis choqué par votre ironie indigne d'un chrétien et d'un animateur radio. Je m'en excuse, mais bien entendu, mais je suis toujours si ironique. J'ai l'ironie du cœur. Vous voyez, je vais utiliser cette formule, je trouve qu'elle est belle. Ceci étant, pour compléter ce que dit l'auditeur, j'ai rappelé des faits qui se sont produits la nuit. Voilà, j'ai pas émis la moindre plainte par rapport à l'homme. Voilà, mais je pense qu'il faut corriger que la situation confortable qu'on lui destinait n'était pas aussi confortable qu'on l'a dit. Point barre. Alors bonjour, le 10 septembre, j'ai vu une multitude de drapeaux palestiniens et des personnes ayant des drapeaux français insultés et chahutés. Il n'y a plus un peuple français. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, il y a des monopolisations qui se sont faites au fil du temps. C'est vrai que le drapeau tricolore, je rappelle que la nation est née à gauche et pas à droite. Que la nation a été reprise par la droite et monopolisée peut-être par la droite, si bien qu'aujourd'hui, si vous mettez un drapeau tricolore à votre balcon, vous passez pour un personnage de droite. Attendez, quand vous dites que la nation a été créée par la gauche, c'est-à-dire que vous parlez de la Révolution et pas du baptême de Clovis ? Non, je parle de la Révolution française. Je pense à Valmy, voilà, et tous les symboles de la Révolution. La nation, c'était la patrie, c'était la société française, voilà, avec ses nouvelles valeurs. Bon, c'était tout un ensemble qui était, je crois, un patrimoine commun. Voilà, je pense que la nation n'appartient à personne, la nation est à tout le monde. Voilà. Et le drapeau tricolore, il est vrai que on est dans un pays, qu'on le veuille ou non, multiculturel. Voilà, un Breton, c'est pas un Basque. Voilà, ils parlent pas la même langue quand ils parlent ou le breton ou le basque. Un juif, c'est pas un musulman. Un musulman, c'est pas un bouddhiste. Alors, qu'était alors le baptême de Clovis ? Qu'a créé le baptême de Clovis ? Le baptême de Clovis nous a fait entrer quand même dans la dimension française nationale quelque part. Donc c'est la nation. Oui, bien sûr. Donc oui. donc c'est pas la création de la gauche. Encore une fois, je parlais de la création moderne. Il y a la création ancienne. Vous savez, tous les phénomènes. Le Gaulois réfractaire, il n'a pas été inventé par Emmanuel Macron. Le Gaulois réfractaire, il était au temps des Romains. Voilà. Alors effectivement, que l'on ne voit plus dans des manifestations que des drapeaux palestiniens, oui, je comprends que ça puisse un peu choquer, parce qu'il faut défendre. Moi, je pense qu'il faut défendre toutes les victimes des guerres. Voilà, d'ailleurs, ce qui m'a fait dire l'autre jour et m'a valu une belle attaque quand j'ai fait mon coup de cœur dans l'émission Tête à Clash. Donc,
Franck Tanguy, l'animateur, me demande quel est votre coup de cœur. Ben, j'ai dit pour moi, finalement, ce sera un coup de cœur sur les animaux. Et j'ai conclu en disant, pour moi, l'animalité, c'est l'humanité en plus. D'accord. Comment l'expliquer ça? Voilà. C'est-à-dire, Eh dites-nous. ben parce que, encore une fois, on retrouve chez les animaux des valeurs que les hommes ont perdues. L'amour, la fidélité, inconditionnelle. Voilà. Pas tous les animaux. Hein. Voilà. Ça dépend lesquels. Hein. Pas les chats, par exemple. Oui, alors bon, il y a chat et chat, Ah bah oui, comme il y a chien et chat, mais il y a beaucoup d'éducation quand même. Hein. Mais un chat, même un chat qui va vous montrer que quelque part vous n'êtes peut-être pas vraiment le maître, hein, bon, il a quand même très ingrat, un chat. Hein. Une forme de fidélité, quand même, une forme de fidélité. Il ira pas vous avez des chats? Non, moi j'ai que des chiens. Ah bah voilà, c'est pour ça que des chiens. Donc... J'ai pas de chat non plus, mais je connais. Je peux pas parler savamment des. Voilà, mais je pense qu'on pourrait s'inspirer davantage du monde animal. Hein, et je répète, et notamment aux écologistes, la nature, ça comprend aussi l'animalité. La nature, c'est pas simplement des arbres, des plantes. C'est pas que des photovoltaïques et des vélos. Hein. Voilà, c'est pas que ça. C'est aussi, parce que quand il y a des grands incendies, comme on a vu au Canada, il y a des milliers d'animaux qui périssent dans les incendies. Ah, c'est vrai. Hein, on en parle un petit peu plus maintenant, mais bon, il y a des animaux qui se retrouvent pris oui, au mais piège. Les écologistes, c'est plutôt l'effet de serre. Hein. Le gaz à effet de serre, c'est plus ça leur truc. Que... Oui, tout à fait. Bah, ils n'ont pas une vision globale de ce que devrait être l'écologie, alors, qui devrait être la défense du vivant. Alors, un monsieur nous a appelé, il nous a écrit, enfin, il nous a dit plutôt, voici le calicot qui fut accroché à une fenêtre pendant la crise sanitaire sans sortir, S''EN, sortir, sans sortir, S-A-N-S, sortir. Voilà ça. Bon. Il faut s'en sortir, mais sans sortir. Alors là le problème qui restera sans doute pour longtemps irrésolu, c'est les effets des mesures qui ont été prises à notre égard, hein, le confinement, les vaccins, voilà. Bon, il y a des choses qui sont aujourd'hui certaines. On nous a administré des vaccins qui étaient en procédure de test, voilà, et qui auraient dû demander davantage de confirmation par des recherches complémentaires. Hein. Voilà. Alors, ce qui ne m'a pas empêché d'ailleurs de me refaire vacciner contre le Covid la semaine dernière. Ah ben bravo. Bon. Hein. Attention. Mais hein. bon, sachant pas si ça me ferait du bien ou du mal, comme ça m'a jamais fait de mal. Bon, je me suis dit, je vais continuer. Est-ce que ce sera efficace? J'en sais rien. Comme le vaccin. Moi, je ne le conseille pas, mais bon, chacun fait comme il l'entend. Chacun est libre. Contre la grippe, on pourrait dire la même chose. Hein. Vous savez, moi, j'avais 25 ans. Ouais. J'ai fait le vaccin contre la grippe et j'ai eu droit à ma pneumonie. Oui. La semaine d'après. Vraiment, hein. Oui, mais il y a de l'eau à passer sous les ponts. Hein. Donc maintenant, on a des meilleurs vaccins. Je sais pas. Je n'ai pas cette certitude. Hein. Je ne suis pas en phase avec vous là-dessus. Hein. Ouais. Ah, tiens, la phrase « Ce qui compte, c'est la politesse du cœur » est attribuée à Blaise Pascal dans Dialogue avec Descartes, imaginé par... là, je n'arrive pas à lire. Je suis désolé. Voilà, mais merci à cet auditeur. Hein, voilà, parce qu'on avait donné... auditeur célèbre. Voilà. Hein. Voilà. Regardez. Vous pensiez, vous, que cet auditeur-là puisse un jour vous écrire? Non, je crois pas. Ouais. Bon. Je sais pas s'il veut qu'on donne ce nom. Alors, ceci étant, je suis à peu près certain que l'expression politesse du cœur a été reprise par d'autres philosophes. D'accord. Mais peut-être que Blaise Pascal a la paternité de l'expression. Et peut-être par aussi Pascal Obispo aussi, non? Peut-être. Je vais vérifier avec l'intelligence artificielle, bien entendu. Alors, la grippe espagnole n'était pas espagnole, mais plutôt américaine. Ce sont les soldats américains qui l'auraient importée en France. Oui. Ah, ces Américains, vraiment. Mais on a en tout cas des auditeurs très attentifs. Hein. Voilà. Bien sûr, voilà. C'est pour ça qu'il faut faire attention à chaque mot, à tout ce que l'on dit d'ailleurs. Là, on va me reprocher sûrement, on reproche à moi, pas à vous, parce que votre français est impeccable. On dit... une espèce et pas un espèce. Oui. Est-ce que vous le confirmez? Je crois. Bon. Donc, je bats ma culpe. Une espèce, une sorte de. Voilà, il faut dire une sorte de, comme voilà, ça. Voilà, pas d'erreur. Bon. Bonjour, attention, je travaille 45 ans au centre commercial Créteil-Soleil. Les boutiques qui ferment ont commencé avant la crise Covid. C'est dû à des loyers faramineux et la concurrence Internet. Pour Bercy 2, ça fait plus de 10 ans que la majorité des magasins sont fermés. Mais oui, la crise a renforcé ces fermetures. Durant la crise, seul Carrefour était ouvert, ainsi que le tabac et la pharmacie. Courtoisement, d'accord.
Alors, mais je pense que... là, on peut peut-être ajouter deux choses, hein, par rapport à ces fermetures. Je pense qu'il y a deux raisons majeures. La première, c'est qu'effectivement, les commerçants, surtout dès lors que ce sont de petits commerçants, ils sont quand même écrasés par les charges. Hein, écrasés par les charges. Oui, mais les charges, on en a toujours plus. Voilà. Et ils sont confrontés aussi à une concurrence impitoyable d'Internet. Oui, c'est vrai. Mais les charges ont augmenté entre il y a 10 ans et aujourd'hui. Bon, donc ça, faut pas l'oublier aussi. Ah ben bien sûr, oui, bien sûr. Ben, quand je dis écrasées de charges, hein, c'est bien parce qu'elles ont augmenté. Et puis quelque chose qui est nouveau, les problèmes d'insécurité. C'est vrai. Mais là aussi, c'est un phénomène qui se développe depuis ces dernières années. Ben, j'ai vu pas plus tard qu'hier, je ne sais plus sur quelle chaîne de télévision, où il y a maintenant des équipes qui viennent racketter les commerçants. Voilà, on assure votre sécurité si vous nous donnez chaque mois, système à l'américaine. Hein, non, mais on revient aux années 60 et avec les frères Zemmour. Les frères Zemmour faisaient ça. Oui, mais là... Des bandits, des malfrats. Oui, mais pas Éric Zemmour. On avait quand même un peu oublié ça. Un Zemmour peut en cacher un autre. C'est vrai. Ou 2 autres, 3 autres même. Monsieur Fils, vous devriez aussi faire des recherches sur la motivation de ceux qui n'acceptent pas les injonctions officielles. Ah ben je suis prêt à répondre si on me précise un petit peu le propos. Hein, ben on a quand même injonction officielle. On a quand même des gens, faut se le dire, vous dire la réalité, qui refusent cet état de fait que lui impose le système, l'État, l'institution, ce que vous voulez, et qui vivent, et ça je le remarque de plus en plus, qui vivent un peu dans une forme de société parallèle parce qu'ils ne veulent pas, et à juste titre, avoir constamment cet oncle racketteur à leur table. Oui, alors je crois qu'il y a les injonctions officielles, et puis pour moi, il y a même peut-être plus grave encore, les injonctions technologiques. Hein, je vais prendre un premier exemple. On nous apprend que la carte vitale pourrait être dématérialisée. Donc vous n'auriez plus ce petit morceau de document métallique que vous présentez à la pièce qui la reçoit. Moi, je trouve ça honteux. Honteux, parce que on vous prive de la liberté de choix. Ça veut dire que moi, par exemple, qui n'ai pas de smartphone, mais qui suis resté attaché depuis 10 ans au petit téléphone, qui ne fait que téléphone, enfin, ça m'évite au moins cette addiction qui est l'addiction numérique. Hein. Il y a d'ailleurs eu un reportage avec tous ces gens qui se promènent dans les rues en regardant le nez. Enfin, tous, ils regardent tous le nez, ils ont tous le nez sur le téléphone. Alors, pour le coup, on n'a pas besoin de confinement, là. Hein. Là, la machine remplace le confinement. Hein. Donc, vous vous éloignez des autres en ayant ce tête-à-tête avec la machine. Voilà. Bon, et sans compter toutes les personnes très âgées qui sont obligées de passer par des formulaires qu'on ne peut remplir que sur Internet. Voilà, c'est cet argent qu'on ne pourra plus retirer un jour dans des bureaux parce que il y en aura plus. Hein, il n'y aura plus, les agences bancaires ferment. Voilà. Là, je pense que c'est l'atteinte indirecte aux libertés. Voilà. Hein, et là, on dessine un monde, sans compter que peut-être dans 10 ans, c'est une IA qui sera à votre place. Mais justement. Et qui posera des questions. C'est vrai, et peut-être même des meilleures questions, et sans faute de français. Elle pourra dire une espèce et pas un espèce. Mais justement, Emmanuel Macron le sait, tout ça. Et il sait qu'en réalité... il peut imposer tous ses desiderata, tous ses septembre noirs, et même ses octobre, novembre et décembre noirs, parce qu'il sait que dans le fond, il restera jusqu'au bout. Parce que derrière, personne n'en empêchera. Voilà. Alors, ça renvoie à un excellent entretien que j'ai accordé au Dauphiné Libéré et qui a été publié ce matin, voilà, où je dis que Emmanuel Macron ne démissionnera pas, voilà, et je souhaite bien du plaisir aux rêveurs qui croient encore la chose possible, voilà. Et je me disais, nous ne sommes plus qu'à 18 mois de la fin de l'échéance, il va tenir. Il va tenir comment ? Alors, effectivement, j'ai pensé à toutes nos discussions qu'on avait eues sur le sujet, et je me suis dit, alors, il a un gouvernement qui va peut-être tomber, qui devrait tomber à un moment ou à un autre, que va-t-il faire ? Petit A, je gagne un peu de temps,
je renomme un Premier ministre. Petit b, bon, de mon camp ou d'un autre camp. Bon, version entêtée, peut-être plutôt de son camp. Alors qu'il va encore élargir à je ne sais qui, hein, peut-être un centre nouveau qu'on n'a pas imaginé. Voilà. Ou deux, il ne renomme pas un Premier ministre, il dissout. Voilà. Bon, il dissout, ça ramène une majorité éclatée en 3 blocs. Voilà. Bon, donc là, on retombe sur le même scénario. Donc on peut encore regagner un peu de temps en renommant un Premier ministre. Voilà. Alors après, on va lui dire, oui, mais là, maintenant, vous êtes en situation de blocage. Eh bien, je continue de dire qu'il y a quand même une alternative pour débloquer sans démissionner, c'est le recours à l'article 16. C'est le recours à l'article 16. Hein, ce serait la dictaturisation du régime de la Cinquième République, alors, dont je dis d'ailleurs dans Septembre Noir, elle est morte, hein, la Cinquième République. Parce que la Cinquième République repose sur le fait majoritaire, au sens de majorité absolue. Si vous n'avez pas de majorité absolue, bon, eh bien effectivement, le système ne fonctionne pas. On ne reviendra plus jamais en majorité absolue, d'après vous? Ah, ça va être difficile, hein. Maintenant, ça va être difficile. Même si un nouveau président de la République est élu? Alors, vous savez, si on prend l'hypothèse d'un représentant du Rassemblement national, bon, il faut quand même savoir que pour des élections nationales, bon, qui sont quand même locales, hein, les élections législatives, il n'y a pas l'implantation que peut avoir, ne serait-ce qu'encore les Républicains. Donc, il n'est pas certain qu'une présidente ou un président Rassemblement national aurait une majorité absolue aux législatives qui vont suivre. Voilà. Donc on retomberait sur la situation actuelle, donc avec des blocs. Alors maintenant, il semble bien quand même qu'il y ait des blocs qui se soient dessinés, qui se soient incrustés. Donc voilà. Vous croyez pas dans ce bloc qui peut, comme le disait Giscard, représenter 2 Français sur 3, c'est-à-dire ce fameux bloc du système venant du Parti socialiste à LR? Mais non, parce que la France, d'une part, n'a pas la culture du compromis, mais elle en est empêchée par les cultures idéologiques. Hein, c'est-à-dire, quand Monsieur Lecornu a rêvé que peut-être, en prenant un petit bout du programme de l'un, en ajoutant un petit programme de l'autre, puis encore un programme de l'autre, on y arrivera. Mais non, parce que les programmes, ils ne sont pas séquençables. Hein, c'est-à-dire, c'est à prendre ou à laisser. Oui, mais y a-t-il une grande différence entre Monsieur Faure et Monsieur Wauquiez? Mais peu importe, qu'il y en ait ou qu'il n'y en ait pas, ils sont chacun quand même dans des projets politiques qui sont pas identiques, qui puissent se rejoindre sur telle ou telle position, qu'ils aient telle ou telle stratégie qui peut se révéler commune à un moment ou à un autre. Mais il y a quand même d'énormes divergences. Parce que, encore une fois, tous ces mouvements conservent, quoi qu'on ait pu dire, ils conservent des cordes idéologiques très fortes, qui fait que déjà, par définition, la droite, c'est pas la gauche. Et vice-versa. Voilà, hein, entre évidemment taxer les riches pour les uns et puis taxer plutôt tous les autres, hein, en rognant dans les fonds de tiroir pour ceux qui sont très très démunis. Voilà, ce sont des choses complètement différentes. Donc je vois pas comment tout ceci peut être conciliable. Il y a pas de conciliation possible. Hein. Voilà, c'est des projets, c'est des blocs. Alors voilà. pour en revenir à l'article 16, parce que évidemment, les gens vont vous dire oui, mais pour actionner il faut pas oublier quelque chose qui pourrait être quelque chose que Emmanuel Macron a toujours contrôlé jusqu'à présent, donc une certaine maîtrise de soi. Voilà, à un moment donné, il pourrait dire en étant très excédé, bon maintenant j'en ai marre, hein, vous n'arrivez pas à vous entendre, hein, puisque vous n'arrivez pas à vous entendre hein, au Parlement, voilà, que vous ne voulez pas faire de compromis, que vous ne voulez pas faire cet arc républicain des socialistes au LR, eh bien je mets en place les pouvoirs spéciaux. Oui, mais justement, il pourrait. Mais ça reste une hypothèse. Hein, oui, c'est une hypothèse. Mais les auditeurs vont vous répondre.
et j'imagine que là, ils sont en train d'appeler. Oui, mais comprenez, la Constitution, pour l'article 16, il faut qu'il y ait ça, ça et ça, donc ce n'est pas possible. Mais si, c'est très simple. C'est alors très simple. dites-nous, expliquez-nous. Alors. Je répète, il suffit de constater qu'il y a une interruption du fonctionnement régulier des institutions. Ce qui est le cas si effectivement un Parlement n'est pas capable de voter un budget, qu'on ne peut pas s'entendre sur la moindre décision. Là, il y a une interruption du fonctionnement régulier des pouvoirs publics. Voilà. Et puis, s'il y a une menace qu'on peut d'ailleurs rajouter, parce que quand vous avez un chef des armées qui commence à nous dire qu'il faut que la France soit prête d'ici à 3 ans, 2-3 ans, pour affronter la menace russe, c'est déjà le cas, tiens. On dessine effectivement un ennemi, donc on dessine la deuxième condition, ou plutôt la condition alternative du péril extérieur, qui peut justifier, quand il y a un péril imminent, voilà. Mais c'est le chef de l'État qui décide ce qui est imminent ou pas. C'est le chef de l'État qui décide si les interruptions des institutions sont actées ou pas. C'est lui qui décide, voilà. Et donc c'est un pouvoir totalement arbitraire. Voilà. Et après, il fait comme il a fait pour la dissolution. Il décroche son téléphone, il avertit les présidents des chambres, le Premier ministre, le Conseil constitutionnel. Hop, et j'appuie sur le bouton. Voilà. Mais je pense que en cas de situation où il serait vraiment très, très, très excédé, parce que c'est quand même quelqu'un qui arrive à une très grande maîtrise de soi, parce que quand même, des claques politiques, il en prend quand même depuis quasiment le début, parce que les Gilets jaunes sont arrivés 1 an après son élection, et après il a enchaîné toutes les crises possibles et imaginables. À tel point qu'on peut dire que c'est le président des crises, quelque part. Et si en plus il est fou, alors on peut imaginer ce qui va se passer. Ben oui, comme disaient nos anciens, parfois on peut perdre les pédales. Bon, là, je vais arrêter de travailler parce que je reçois que des commentaires, donc du coup, je vais faire que lire des commentaires. Mais on est là pour l'interactivité. Ah, je lis que votre invité est un ardent défenseur de la cause animale. Est-il contre l'abattage rituel avec le docteur Alain de Peretti, bien courtoisement? Oui. Je suis contre toutes les souffrances animales. Donc j'ai fait d'ailleurs un papier il y a quelques années sur la corrida, voilà, qui est une monstruosité moderne. Voilà, contre les combats de coqs, les combats de quelques animaux que ce soit. Voilà, la cause animale, c'est une cause globale. Voilà, on ne peut pas dire je choisis telle chose ou telle autre. Voilà, il faut avoir une vision un peu Brigitte Bardot. Oui. Et on lui souhaite beaucoup de courage à Brigitte Bardot parce qu'en ce moment elle n'est pas très bien, d'après ce qui se dit. Oui, elle aura fait tellement de choses aussi pour faire progresser cette J'espère la voir centenaire. Ouais. Parce qu'elle a encore... elle en dit des choses, avec une forme de rébellion même. Je crois qu'il y a des caps de vie à franchir. Quand on arrive à 80 ans, après, c'est un peu plus facile. Et puis, je pense qu'après... Elle a toujours fait. Ouais. Rappelez-vous, elle a arrêté sa carrière au sommet pour se consacrer aux animaux. Tout à fait, dans les années 70, début des années 70, le combat pour les phoques, notamment, oui. Bon, c'est une personne, voilà, comme quoi les gens ne sont pas des blocs. On peut aimer certains pans d'une personnalité et puis pas d'autres pans, voilà, mais bon, on n'est pas obligé d'aimer en bloc ou de détester en bloc. C'est vrai. Et c'est ça le problème français. C'est qu'il faut aimer ou détester en bloc. Il faut vous positionner, voilà. Alors, transition ou transgression, telle est la question. Les mots sont des masques. Bon, là, il y a des dissertations philosophiques. La Radio Courtoisie, on n'est pas à Europe 1 ou à Fun Radio. Ouais. On est dans l'élite de la bande FM, sachez-le. Oui, mais ça va devenir la Radio Courtoisie intellectuelle. Ah oui. Eh oui. Et ici en plus, à la matinale. Donc RCI. Voilà. Correctif au message concernant Nicolas Sarkozy. J'ai dit que l'attitude de l'animateur était non digne d'un chrétien et indigné et trop fort. Ah, merci, cher monsieur. Monsieur Fize s'est tiré une balle dans le pied en se faisant injecter récemment contre le Covid.
beaucoup d'auditeurs quand même s'inquiètent pour vous. D'abord, merci de se préoccuper de ma santé. Effectivement, voilà, oui. Non, mais vous savez, je n'ai pas fait ça par conviction. Hein. Bon, c'est-à-dire, je tiens compte aussi. Encore un. Je tiens compte aussi de l'âge, donc. Encore un qui s'inquiète. Votre invité devrait faire des recherches sérieuses sur les effets secondaires mortifères. Mais j'en ai pas eu depuis 5 ans. Voilà, j'en ai pas eu depuis 5 ans. Un. Ouais. Voilà, les gens s'inquiètent pour vous. Moi-même, je m'inquiète, cher Michel. Hein. On a besoin de vous, hein, donc attention avec les injections. Je ne referai pas le prochain. Merci. Non, mais j'en fais 1 sur 2. Hein. Bon, ça fait très longtemps que je n'avais pas fait l'injection. Bon, d'accord, ok. Ne faites pas le prochain. Je n'avais pas fait la 3e ou 4e qu'on vous imposait. Bon, très bien. Ouais. Le fou délirant dont le discours est souvent très construit a perdu le lien avec la réalité mais a gardé la logique. Le problème réside dans les prémices qui sont biaisées. Une génération à qui les parents ont évité toute frustration ne peut développer de compassion, mais vit dans la toute-puissance infantile et dans le narcissisme. Le cabotinage télévisuel est symptomatique et très significatif. Certains rappellent les coups de menton de Mussolini. Oui, mais ça c'est malheureusement le travers bien français de pousser les systèmes jusqu'à leur extrémité pour en dévier finalement la signification profonde. Bon, pourquoi y a-t-il eu mai 68 ? Il y a eu mai 68 parce que l'autorité, dont on sait évidemment qu'elle organise les sociétés, malgré tout, en donnant le bon sens d'ailleurs aux autorités, parce que les gens croient que l'autorité, c'est le pouvoir. L'autorité, c'est exactement le contre-pouvoir. Quand on fait... D'ailleurs, je dis, la bonne autorité, c'est l'autorité qui est une conclusion et pas un commencement. Hein, quand vous vous dites « je suis dans une position d'autorité », en réalité, vous êtes dans une position de pouvoir. La seule autorité qui vaille, c'est l'autorité terminale qui s'appelle l'autorité morale. Vous étiez aux barricades, vous, en 68 ? Alors j'étais un petit peu loin parce que j'étais en banlieue et à l'époque, même à 10 km. À Nanterre, non ? Voilà. Mais moi, non, à l'époque, j'ai découvert... j'avais pas de conscience politique. Hein. Donc j'ai découvert la politique, j'ai découvert De Gaulle. Voilà. Par un camarade de classe et un voisin d'ailleurs de domicile qui m'a fait découvrir Charles de Gaulle. Voilà. Et je crois que j'ai d'abord été gaulliste. D'accord. Voilà, et que je suis toujours resté un peu admiratif de cet homme qui... Comment vous avez fait pour aller chez Robert Hue à la région ? Alors je vais préciser une énième fois, parce qu'encore une fois... le rôle d'un sociologue, c'est de répondre à ce qu'on appelle dans notre jargon la demande sociale. Et dans la demande sociale, il y a la demande politique. Donc, je vais vous donner quelques éléments qui jalonnent mon parcours, qui vont vous montrer qu'il y a bien autre chose que Robert Hue. Hein. En 1994, j'ai accepté d'entrer à la demande d'Édouard Balladur dans son comité pour la consultation nationale des jeunes. Voilà. Donc, comité indépendant, on a réfléchi à améliorer la situation des jeunes, qui était déjà dramatique à l'époque, il y a 30 ans. Voilà. 1 an plus tard, j'ai accepté la demande de Jacques Chirac de réfléchir avec des gens brillants comme Dominique Schnapper, la sociologue, et Philippe Reynaud, le philosophe, de réfléchir au sens que pouvait encore avoir le service national au moment où le président s'apprêtait à le suspendre. Et 2 ans encore plus tard, en 1997, Robert Hue, qui était à l'époque secrétaire national du Parti communiste, qui aimait ce que j'écrivais sur la jeunesse, bon, c'était lui, pas d'autres. Voilà. Bah, j'ai un peu regretté que, par exemple, les socialistes n'aient jamais fait appel à moi, voilà, et que j'ai d'ailleurs été sollicité 9 fois sur 10 plutôt par des gens de droite que par des gens de gauche. Hein. Donc me dit, voilà, alors il me dit rien. Hein. Un jour, la ministre Madame Buffet m'appelle, voilà, pour me dire, bon, on sait que tu n'es pas communiste, voilà, mais on t'appelle pas pour devenir communiste, on t'appelle pour tes expertises en matière de jeunesse. Et donc, elle m'a nommé conseiller jeunesse. Mais je suis resté dans ce que j'appelais ma neutralité scientifique. Ce qui fait qu'un mois, 1 an et demi après, j'ai été viré. Ah, bon. Parce que les gens ne savent peut-être pas. Alors, j'ai écrit d'ailleurs un petit livre que les gens pourraient regarder, parce qu'il y a encore d'autres exemples. Ça s'appelle Le Cabinet. D'accord. Le Cabinet, publié en 2001 chez Arléa.
vous allez sur Amazon et vous trouvez le petit livre, voilà, qui est un livre un petit peu drôlatique. Qui parle des cabinets ministériels. Voilà, qui parle de mon expérience de cabinet. Voilà. Et alors, quelques temps après, Robert Hue, qui ne m'avait pas oublié quand même, me dit je suis en train de monter un espèce de mouvement transpartisan qui va s'appeler le mouvement unitaire progressiste, qui va réunir des gens de toute sensibilité, des syndicalistes, voilà, des gens de la société civile. Est-ce que tu veux venir réfléchir avec nous? Voilà. Et j'ai fait un petit bout de chemin avec eux, mais en n'étant pas plus... voilà. Donc, j'ai été qualifié, il y a 30 ans, de baladurien. Ça m'a collé longtemps. Après, j'ai été communiste, mais même pire, soviétique. Voilà. Donc, j'étais le soviétique de service. Voilà. Donc, je continue de dire, les étiquettes, c'est le problème de ceux qui les donnent, pas de ceux qui les reçoivent. Voilà. Transpartisan, hein. Ils ne vont pas demander de transitionner, ça, c'est au moins le plus important. Merci. Non, vous savez, quand, par exemple, je fais un livre sur les prisons, hein, où je dis que, finalement, il n'y a que les imbéciles qui trouvent quelques vertus à la prison. Je persiste et signe ce matin, voilà. Bon, et que dans un autre livre, j'écris sur la morale, on me dit dans le premier cas, vous êtes un homme de gauche parce que vous n'aimez pas la prison, et dans le deuxième cas, vous défendez la morale, donc vous êtes un homme de droite. On ne peut pas vous définir. Voilà. Je suis inqualifiable. Voilà, vous êtes ce qu'on appelle aujourd'hui dans le monde moderne. C'est peut-être pour ça qu'on m'aime. Hein, oui, c'est pour ça. Vous êtes ce qu'on dit aujourd'hui dans le monde moderne, une sorte de non-binaire. Et je termine parce que ça m'a été aussi beaucoup reproché, mon travail pour RT France. Quand j'ai travaillé à RT France... Vous devenez un affreux, là. Voilà. Alors là, j'étais un pro-poutinien. Bon. Or, j'ai jamais signé aucun contrat. Voilà. Et... chose qui ne se fait nulle part, hein, le jour de mon passage, le samedi matin, on me demandait la veille de définir les questions que les animateurs allaient me poser le lendemain. Si c'est ça de la contrainte soviétique, moi je veux bien signer tous les matins. Alors bonjour, on s'aperçoit avec Macron que le président de la République a trop de pouvoir que lui donne la Constitution. Qu'en pensez-vous? Oui, bien sûr. C'est ce qui m'a fait qualifier ce régime, la Ve République, de dictature constitutionnelle. Donc M. Macron n'a pas besoin d'être un dictateur puisque le chef de l'État est une sorte de dictateur moderne. Alors, sans privation de liberté, donc un dictateur assoupli, si l'on peut dire, mais qui pourrait être un dictateur avec rigide, l'article 16, oui. Avec l'article 16. Voilà. Donc je pense qu'il faut sortir de cet univers où un seul homme, et je dirais quel qu'il soit, qui pourrait être demain une seule femme, décide pour tous. La démocratie, c'est que nous décidions tous ensemble. Bonjour, je proteste énergiquement sur ce qui a été dit sur les chats. Ils ont de la personnalité, non pas de maître, mais sont capables de beaucoup d'amour envers leurs parents chats. Oui, j'ai eu une mauvaise expérience avec le chat d'une tante. Voilà. Alors c'est pour ça qu'il faut jamais généraliser. Oui, c'est vrai. Et pas d'amalgame, surtout pas. Voilà, des observations particulières. Alors, le meilleur moyen de tenir, c'est la guerre, c'est encore mieux que l'article 16. Encouragé par des experts courtisans qui psalmodient la faiblesse de la Russie, la tentation du conflit ouvert, des provocations déclenchant une réponse russe, permettrait d'imposer la loi martiale, de museler totalement les oppositions, de redonner une unité aux troupeaux affolés et de réaliser la grande réinitialisation, qui est la fin des libertés et de la propriété des gueux. Il est bien évident que les ressources seraient mieux gérées par l'élite endogamique que par chacun. Le discours sur les retraités prouve cette intention, il vise la classe moyenne. Oui, mais c'est très juste. Hein. La guerre est aussi... Mais ceci étant, l'un n'empêche pas l'autre. Hein, parce que la guerre, c'est pas forcément l'alternative à l'article 16. La guerre, ça peut être l'argument de mise en œuvre de l'article 16. Hein, puisque je rappelle, c'est pas deux conditions cumulatives. L'interruption du fonctionnement régulier des pouvoirs publics et le péril extérieur, c'est ou l'un ou l'autre. Voilà. Est-ce qu'il existe cette fameuse loi martiale? Je vois pas très bien de quoi il... Parce que monsieur en a parlé, mais pour moi, l'article 16 suffit, il n'y a pas besoin d'avoir de loi... Non, bien sûr, hein, puisqu'encore une fois, c'est la concentration de tous les pouvoirs.
Ah oui, donc ça se suffit en soi-même. Voilà. Alors, il a cité un mot qui me plaît bien parce que Allez-y. c'est le mot d'un de mes amis éditeurs et donc philosophe, Jean-François Gross, qui a écrit un très beau petit livre qui s'appelle Le Manifeste de la République des Gueux. Voilà. Qui est justement Que vous préfacez. Voilà. Que je préface, et une alternative à tous ces gens qui cherchent effectivement peut-être un lieu pour échanger. Voilà, c'est pas un projet fini, clé en main. C'est un projet qui peut être amélioré, enrichi, voilà, qui peut être revu et bien corrigé. Voilà, et tout ça sans logique de s'approprier quoi que ce soit. Il y a dans cette dernière phrase de notre ami quelque chose d'assez intéressant. C'est ce discours, cette communication contre les retraités qui n'existait pas auparavant. Et là, aujourd'hui, les pouvoirs publics tapent sur les retraités. Ils gagnent trop d'argent, ils coûtent trop cher. Qu'est-ce que vous en pensez? Là, on est dans la continuité du discours de François Bayrou sur les boomers. C'est ça. Hein, d'ailleurs, la qualification exacte, c'est baby boomer. Bon, donc je fais partie de cette génération puisque les baby boomers ont commencé au temps du maréchal Pétain, ce qu'on oublie, en 1943, et se sont prolongés jusqu'en 65-68. Voilà. Donc les boomers, en réalité, sont effectivement des retraités qui ne sont pas si bien traités qu'on le pense, voilà, qui d'abord ont droit à vivre effectivement de leur cotisation, car ils ont travaillé et donc cotisé pour obtenir droit à avoir une vie qui se prolonge donc après l'arrêt du temps d'activité et du temps d'activité professionnelle. Bon, c'est vrai que ce qui se dessine sur la tête des retraités n'est pas très encourageant. J'entendais encore hier qu'on nous disait, mais le gel des pensions des retraités pourrait durer des années. Voilà. Je trouve que déjà une année, c'est beaucoup. Bon, sans compter la suppression de ce qui était un avantage acquis, c'est vrai, l'abattement des 10% sur la note, ce qui était quand même important pour être remplacé par quelque chose qui sera évidemment moins protecteur, en tout cas pour les classes moyennes précisément, parce que sont elles qui vont encore être touchées. Mais là, on a une perversité, encore une fois, de la part de l'État et des pouvoirs publics, c'est qu'il crée une guerre des générations entre ce que vous dites les baby boomers et leurs enfants et leurs petits-enfants. Oui, alors je pense que si on était dans le cadre de sociétés que j'appelle collectives, organisées autour de catégories sociales, de défense, de culture particulière, ça pourrait marcher. Mais je crains qu'on ne soit même plus capable de faire un conflit de génération. Alors, ce qui est peut-être d'ailleurs très rassurant, donc je ne vois pas du tout les petits-enfants se lever. Alors d'ailleurs, les petits-enfants qui ont besoin effectivement des retraités. Parce que ce sont aujourd'hui les retraités qui font vivre les enfants. Oui, mais nous avons souvent sur les réseaux sociaux ces comptes comme Nicolas Paye, je ne sais pas si vous connaissez. Oui. C'est un compte assez comment dire, assez populaire et qui rencontre le succès, et je vois de plus en plus de moins de 45 ans s'insurger justement sur le niveau de vie de leurs parents et de leurs grands-parents. Et c'est un discours qui devient de plus en plus populaire auprès de ces tranches d'âge, auprès des tranches d'âge de 20 à 45 ans. Oui, mais sauf que ce que oublie ce Nicolas, c'est qu'encore une fois, les jeunes qui sont dans des situations de vie très compliquées bénéficient de l'apport monétaire des parents, voire des grands-parents. Donc, ils ont besoin d'eux pour vivre. Voilà. Donc, je ne suis pas certain que les parents et grands-parents soient a priori des cibles à éliminer. Ce sont des cibles monétairement porteuses, au contraire. Mais moi, j'ai envie de dire à Nicolas qui paye, il a peut-être raison dans un sens, mais pour moi, c'est rentrer dans un piège, je pense, que tend l'État. Je sais pas, c'est le piège de la division, je ne comprends pas. En fait, si Nicolas qui paye trop, et en effet, c'est vrai, on nous payons trop. C'est pas à cause de Monsieur Fize et de sa génération, c'est à cause des décisions de l'État, non ?
Oui, puis encore une fois, on peut pas reprocher aux boomers d'avoir profité de ce qu'on a appelé les 30 glorieuses. On a eu la chance effectivement d'avoir des conditions économiques favorables, mais je rappelle quand même aux petits malins qui ont la critique facile, c'est que c'était quand même une époque aussi très difficile, hein. Il fallait travailler dur, il fallait travailler longtemps, il n'y avait pas de retraite à 60 ans, les examens étaient compliqués, hein. Le bac de 1960, c'était pas le bac de 2024. Voilà, hein, donc c'était aussi très très difficile. Maintenant, encore une fois, l'histoire elle est faite de moments tragiques, de moments bien heureux. On peut pas reprocher aux gens d'avoir été heureux. Voilà, mais il faut effectivement essayer de créer les conditions d'améliorer des situations désastreuses comme aujourd'hui. En démocratie, c'est absolument anormal que des gens puissent coucher dans leur voiture, puissent manger un jour sur 2, ou de faire un repas sur 3, ou de couper le chauffage parce qu'on ne peut pas se chauffer. Certains le font aussi, pas parce qu'ils ne peuvent pas se chauffer, mais ils le font contre, d'après ce qu'ils disent, Poutine, parce que ça pourrait faire gagner la guerre contre Monsieur Poutine. Donald Trump va s'en charger, je crois, hein, si je suis bien l'actualité. Alors, un auditeur nous réécrit. J'ai envoyé un message au sujet du bon usage de une espèce au lieu de un espèce. Je réitère. J'ai bien entendu. Merci, monsieur. Bonjour, un observateur bien connu de la vie politique, invité régulier de la radio, il nous reste 1 minute, hein, et dont le nom m'échappe à l'instant, a récemment rappelé qu'il y a 2 partis de gauche en France, dont l'un des 2 s'appelle la droite par convention. La droite est égale la droite courbe, fourbe, lâche et carrément pourrie et moisie, LR, fausse droite. Un seul mot d'ordre pour un début de sauvetage du pays est égal dégagisme. Il faut dégager toute la classe politique et politicienne actuelle de LFI à MLP et son toutou JB. Alors je sais pas qui c'est JB. Ciao Courtois. Je dirais simplement, les Républicains portent bien leur nom. Ils sont évidemment pluriels. C'est vrai. Mais oui, mais le dégagisme a existé en 2017 et ça n'a rien changé. Oui, parce que le système dont vous parliez, tout le monde est dedans quelque part, hein. Y compris d'ailleurs le RN, qui était et qui a fait une partie de sa philosophie sur la critique du système. Merci à vous, cher Michel Fize. Voilà, le Septembre Noir. Où est-ce qu'on peut trouver ce livre ? Alors, Septembre Noir est en vente en 2 formats, le format broché et le format Kindle, comme on dit, sur Amazon, voilà, qui détient l'exclusivité de la vente. Mais si vraiment il y avait des personnes qui voulaient ne pas passer par Amazon, je pourrais très bien leur envoyer le livre. Il suffirait de leur donner. Comment on peut vous contacter ? Par mail. Donc, je peux donner le mail. Allez-y. Donc, michel.fize, FIZE, @club-internet.fr. Parce que je suis fidèle aussi avec les vieilles notions. Ouais. Très bien. Vieux téléphone, c'est beau la fidélité. Et vieille adresse internet. Merci à vous d'avoir été si nombreux comme toujours. La Michel Fize, Septembre Noir, Amazon. Passez une excellente journée, un excellent week-end et à la semaine prochaine. Allez, salut, ciao. Vous appelez à la mise en place d'un euro numérique. Absolument. Nos élites déroulent leurs plans contre nous. Mais nous aussi on a des plans contre eux. Déjà au travers de nos émissions avec une revue de presse économique pour faire le point avec vous, puis dans notre revue mensuelle avec des analyses financières et des solutions de décentralisation, et surtout dans notre stratégie anti-CBDC. Plus de 3 heures de contenu exclusif et gratuit pour apprendre concrètement à préserver votre épargne. Au programme, protection anti-crise, anti-banque, anti-État et bien d'autres solutions. Le temps joue contre nous, mais on peut se défendre.